certain nombre d'inconvénients. Merci beaucoup. Donc la parole est à vous. Je sais pas, Daniel, tu voulais intervenir, non? Puisque tu Oui, es oui, oui, je très voulais, partie prenante de ce oui. Heu, procès. alors Alors, d'abord, je voulais juste d'abord demander à je voulais demander à Jean s'il était d'accord pour que je mette sur le que je diffuse ta plaidoirie orale qu'on avait enregistrée et la transcription écrite. ben, ça sera 150 € par téléchargement. D'accord, donc tu es d'accord ou non? Bien sûr, Daniel, Tu es bien sûr. d'accord, OK. Alors, je voudrais juste te dire que moi aussi j'ai été enfin, c'est vrai que le GISTI, et à partir du moment où on demandait le truc au GISTI, c'était vraiment, comme tu l'as dit, un enfin, on avait fait le travail super sérieusement sur le plan juridique. Alors, c'est-à-dire, bon, à mon avis, ça n'a jamais été fait, enfin jamais, dans la plupart des tribunaux, d'opinion, ça n'a pas été fait comme ça et du coup, c'est vrai que ta plaidoirie s'inscrivait tout à fait là-dedans et celle, de Claire Bourgia-Mosca qui, elle, défendait l'État français, elle était aussi, très, très bien. Mais c'est vrai que nous, on a pris plaisir, enfin, si je peux dire, à faire ce travail et après, alors je n'ai pas le même souvenir que toi, mais je suis sûre que c'est vrai ce que tu dis sur l'attitude du jury, mais c'est vrai que la «sentence», entre guillemets, après, elle était de nouveau complètement politique. Complètement politique, c'est-à-dire que, bon, alors nous, ça nous a servi quand même de faire tout ce travail, mais je comprends bien ce que tu dis sur ce mélange des genres qui n'est pas forcément le meilleur. Voilà. Et peut-être que les rapports finalement, mais c'est pas pareil, mais les rapports des rapporteurs spéciaux, ils sont bien aussi. Hein, et ils n'ont pas cette espèce d'ambiguïté. Voilà. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Donc maintenant que j'ai ton autorisation, je vais mettre mes petits fichiers là. Merci Daniel. Donc il y a Marie-Angèle qui voudrait la parole, Muriel et Francis. Marie-Angèle, à toi. Non, je n'ai pas du tout demandé la parole. Ah Heu, pardon, ben alors je croyais. j'ai simplement mis dans le chat Oui, que mon expérience de tribunal pour les droits du fleuve Maroni est absolument désastreuse. d'accord. OK, merci Marie-Angèle. Muriel? C'était quel type de tribunal? Pardon. Pardon, oui. Ça fait partie de toute une série de tribunaux pour les droits des entités naturelles. Donc il y a eu les glaciers, il y a eu mais c'est fait de manière tellement, stupide. Il y a rien de juridique, il y a aucun effort qui est fait, c'est de la condamnation, automatique, c'est absolument à proscrire. Je suis désolée, j'y ai participé parce que une étudiante me l'avait demandé et que je trouve qu'en ce moment les étudiants qui se mobilisent, bah, il faut plutôt les soutenir, mais quasiment je regrette. Merci Daniel, on a les plaidoiries de Jean. Merci Marie-Angèle. Donc Muriel? Oui, moi, en fait, c'était pas vraiment une question. Je trouve juste passionnant le fait de voir effectivement comment on peut essayer d'allier militantisme et volonté de changer le droit avec un esprit respectueux des règles juridiques, je disais, et comment dans des jugements comme ça, avec des tribunaux d'opinion, comment on va essayer de faire en sorte d'avoir une application de la règle de droit existante si finalement on se dit qu'on va contester les règles Viens applicables. voir quand même, Jacques, t'as sûr que ça fait un drôle de bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai eu une Muriel? interruption. Donc, voilà. Bon, oui, moi, c'était pas vraiment une question, c'est juste, voilà, je trouve ça très intéressant de se dire à un moment, quand on est dans un état de droit, qu'on considère que finalement que les règles ne sont plus légitimes, qu'on n'a pas encore effectivement d'inscription du crime d'écocide, qu'on ne peut pas poursuivre les entreprises multinationales qui sont responsables de ces crimes, des États qui ne, qui n'adoptent pas les règles qui permettraient de condamner ces entreprises. Donc,
voilà, je trouve qu'il y a, pour le juriste qui au départ, on va dire le juriste, de façon générale, est plutôt conservateur sur l'application du droit, et puis ensuite d'avoir cette réflexion, que veut-on changer, comment le changer. Enfin, merci en tout cas pour ces débats passionnants de ce matin. Et c'est vrai que la question que j'avais, alors peut-être la question que j'avais une autre question ce matin qui était: comment est-ce que des associations qui luttent avec des actions totalement légitimes, comme par exemple l'affaire du siècle, comment est-ce qu'on peut essayer d'allier ce type d'action avec des actions qui auraient plus d'impact, peut-être médiatique, mais là je suis désolée, on sort sans doute voilà, de la deuxième partie de la matinée, avec voilà, des actions type décrochage, sans perdre sa légitimité. Excusez-moi, je reviens à ma question de ce matin en fait. Voilà. Merci Laura. Pardon, merci Muriel, Francis et Laura. Si vous voulez, on peut regrouper les questions et puis les intervenants essayeront de répondre. Oui, non, c'est juste une intervention. Ça me faisait penser, justement, c'est le tribunal permanent des peuples ou tribunal Monsanto. J'avais pas mal regardé. Ça pose vraiment la question, effectivement, de la portée de ces activités. Et ça renvoie, en fait, à une histoire longue des mondes intellectuels, en fait. On voit bien que organiser des scènes dans lesquelles on a la maîtrise, quand même, de la scénographie, d'une certaine manière, c'est peut-être ça la déception que Marie-Angèle essaye de partager. Et moi, j'en ai eu d'autres. Quand on regarde Monsanto, par exemple, l'affaire Paul François, dans le cas français, qui a été quand même longue, hein, pénible, mais où il y a quand même eu des décisions contre l'entreprise, ou aux États-Unis, où il y a eu des condamnations assez importantes, ont été beaucoup plus efficientes. Et je me posais la question des communications entre ces différentes formes de scénographie. Dans les mouvements sociaux, il y a toujours une théâtralisation. Ça a été très bien décrit par un grand anthropologue du politique ou politiste anthropologue, James Scott, dans The Art of Resistance, les arts de résistance, où il y a toujours un carnaval, en fait, une manière de se moquer. Il y avait même les manifs de droite, à un moment donné, c'était assez drôle. Donc, il y a pourquoi, au fond, introduire une... Alors, Russell, bon, c'est un cas particulier, le personnage, tout ça, on voit bien. Est-ce qu'il faut le décliner? Je ne sais pas. J'avoue que je partage une partie des critiques, mais en même temps, moi, je suis pour l'ouverture des expérimentations. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire. Simplement, effectivement, il y a déjà énormément de choses qui se font sur le terrain. Les acteurs ont une inventivité incroyable dans les formes d'expression, et peut-être qu'il faut faire remonter ça plutôt en lui donner des espaces. Aujourd'hui, les artistes sont en colère, comme vous le savez. Il y a il y a des théâtres entiers qui sont disponibles pour organiser la critique et la portée. Donc, effectivement, pourquoi singer le droit? C'est vrai que c'est une question de fond. Voilà. Merci beaucoup. Laura? Bonjour. Alors, je remercie d'abord tous les intervenants, mais moi, je voulais effectivement rebondir sur la remarque de Muriel, hein. Effectivement, l'idée de singer le droit pour singer le droit, ça n'a pas tellement d'intérêt. Quand on est juriste, effectivement, on aimerait bien rester sur du droit pur. Le fait est que particulièrement pour le droit de l'environnement, on est dans une matière qui est totalement du non-droit. Je veux dire par là qu'il n'existe pas spécifiquement de voie de recours qui permettrait effectivement d'aller sur de l'écocide et de rechercher les responsabilités d'un auteur, pénal ou civil d'ailleurs. Et même lorsqu'on est sur du droit international général, la protection de l'environnement, c'est souvent la protection des intérêts de la souveraineté étatique. Et là, de nouveau, c'est difficile de demander l'intervention, je ne sais pas moi, de la Cour internationale de justice ou même de la Cour pénale internationale de se saisir en tant que procureur des intérêts de la nation à tout entière et universelle. Alors moi, j'avais effectivement une question du coup on aimerait bien effectivement voir l'arrivée ou la création d'une Cour internationale du droit d'asile et pourquoi pas également la Cour internationale de l'environnement. Et j'avais une question du coup pour savoir est-ce qu'on a toujours cette chambre spéciale pour les questions environnementales à la Cour internationale de justice et comment est-ce qu'on fait pour la saisir, cette chambre spéciale? Voilà. Merci Laura. Jean-Pierre? C'était juste pour témoigner du fait que
ce qui s'est passé à La Haye au niveau du tribunal Monsanto a été très complémentaire de ce qu'on a connu dans nos nombreux procès de faucheurs. Dans les procès de faucheurs, on s'attaque à la technologie OGM sans jamais avoir de défense de la part de Monsanto. Et en plus, c'est un cas particulier, Monsanto, par rapport à tout ce que vous évoquez ce matin. Monsanto, c'est une entreprise qui a saccagé l'environnement pendant des dizaines d'années sur de nombreux fronts à travers la planète. Et ce qui a été fait à La Haye était pour dénoncer l'intégralité de tous ces dégâts. Et c'est sûrement un contexte complètement différent quand on s'attaque à l'État ou à l'Europe. Hein. Donc, pour moi, il me semble qu'il fallait faire les deux. Il fallait se battre pour faucher et se faire condamner, et se faire jugé par la vraie justice, et il fallait faire le tribunal Monsanto à La Haye pour démonter tout ce saccage de cette entreprise. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, nous allons clore notre session. Eh bien, merci beaucoup, notamment à tous les intervenants, parce que vous nous faites vraiment réfléchir et que ça a été extrêmement intéressant. Je vous invite à la prochaine session, la session 3, protéger l'action militante. Vous voyez que c'est bien. On ne peut pas répondre quand même? Ah, pardon, si, mais je suis allée trop vite. Vas-y, Gus. Il n'y a pas de droit de la défense. Justement. Oui. Pardon, j'ai cru que personne ne voulait intervenir. Vas-y. Bon, non, je voudrais revenir sur l'intervention de Jean, parce que d'abord, je voudrais dire que quand il est intervenu pour la défense de l'Union européenne, c'est vrai que les réactions ont été très diverses dans la salle. Lui, il les a ressenties comme globalement hostiles, mais ce n'était pas vrai. Enfin, pour moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Il y a eu une très grande surprise, parce que c'est vrai que c'était pas fréquent, qu'il n'y en avait pas eu beaucoup de cas dans lequel, dans le cas d'un tribunal, on avait demandé qu'il y ait une défense commise d'office. Et donc, beaucoup de gens ont été très surpris, et plutôt très surpris dans le bon sens. C'est-à-dire, beaucoup ont dit après, mais oui, c'est vrai, il faut poser la question de la défense. C'est vrai. Bon, enfin, ça, c'était un peu par rapport, je reviens juste un peu sur la manière dont ça s'était passé. Et du coup, ça avait été très intéressant. Maintenant, je voudrais revenir sur le fait que c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne solution pour la défense, puisque, en tout cas, on n'est pas un pouvoir d'État, on n'est pas un pouvoir institutionnel. Et donc, on ne doit pas régler une question aussi importante. Et donc, c'est pour ça que le tribunal permanent des peuples a posé la question des nouvelles frontières du droit par rapport à l'histoire que nous avions eue, par rapport à la question de la libération nationale et de l'indépendance. Parce que toute la première série, les 15 premières années du tribunal permanent des peuples, c'était sur la question de la libération nationale. Et de ce point de vue, les mouvements de libération nationale, puisqu'on parle des mouvements, hein, c'était eux, ces mouvements-là, qui étaient porteurs, ont su utiliser les Nations Unies et ont su faire jouer aux Nations Unies un rôle pour lequel les Nations Unies n'avaient pas été créées. Les Nations Unies n'avaient pas été créées pour traiter de la décolonisation. Ils avaient été créés pour traiter de la paix, et puis ensuite, ils avaient rajouté la pauvreté. Et ce sont les mouvements de libération nationale qui ont petit à petit amené les Nations Unies, à partir d'un certain nombre de juristes, notamment Richard Falk, enfin, toute une série d'autres,
à mettre en avant la question de l'autodétermination et à créer le droit à l'autodétermination. Et donc, c'est un processus long. Ce n'est pas une session du tribunal. C'est le processus des tribunaux. Enfin, je voudrais un peu insister là-dessus. Donc, pour un tribunal, pour une session du tribunal, la question principale qui est posée, c'est comment soutenir les mouvements qui ont demandé le tribunal comme une manière de renforcer leur lutte. Ça, c'est vrai. Et donc, ça, c'est pour ça que la question de la défense est toujours très difficile à placer là-dedans. Mais la question du processus, de la manière dont les sessions s'ajoutent les unes des autres, c'est la construction de ce que le tribunal permanent des peuples appelle les nouvelles frontières des droits. C'est-à-dire comment on participe, comment les mouvements, par leur lutte et par la manière dont des juristes, des experts, des profs de droit, des avocats, etc., interprètent cette lutte, construit des nouvelles manières de faire le droit. Et donc, justement, le Jussi en est un exemple, disons, hein, sur la manière dont, finalement, il y a une construction du droit. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la justice transitionnelle, je pourrais en donner quelques autres. Et je crois que, justement, c'est dans ce processus de construction du droit et de la manière dont une partie des experts, des scientifiques, des chercheurs, travaillent à long terme avec les mouvements et modifient leur manière de voir le droit que l'on peut faire avancer le droit. Oui, merci Gus, tu as raison de refaire cette mise au point. Est-ce qu'il y a d'autres interventions que j'aurais? Moi, je vais aussi, si tu permets, juste deux mots importants, et c'était un petit peu pour réagir à ce que disaient Francis et Jean d'une façon générale, de se poser la question, bon, c'est toujours difficile à évaluer, de l'importance, de l'utilité de ces tribunaux. Moi, je crois qu'il y a deux choses, malgré tout, qu'il est important de noter, et ça dépend aussi du travail de préparation, évidemment. L'un, c'est un rôle éducatif, qui me paraît important si effectivement on arrive à faire en sorte de disséminer, de montrer, de publiciser le travail, mais c'est un rôle éducatif au niveau aussi bien du public que du niveau des associations de la société civile qui sont confrontées, qui n'ont pas toujours l'expérience du langage du droit et qui, dans l'exercice que l'on fait, doivent en tout cas en partie l'acquérir. Le deuxième aspect, ça a été un petit peu aussi mentionné, c'est les questions de droit prospectif. On voit que les questions d'atteinte à l'environnement sont de plus en plus mises en question, ou en tout cas proposées par la procureure du tribunal pénal international, par exemple, à propos de l'accaparement des terres. Donc, il y a toute une réflexion grâce à ces tribunaux sur quelle peut être l'évolution du droit, aussi bien international que national. Et là aussi, bien entendu, le mot qui est devenu valise maintenant, le terme d'écocide, qui a été effectivement parmi les 6 questions posées au jury, sont des choses où ces tribunaux d'opinion permettent de faire, de bouger les choses, hein, l'éducation de la population et du droit prospectif. Ok, merci beaucoup. Oui. Autres interventions? Je vais peut-être répondre aussi. En fait, je vais dans le même sens de ce qui vient d'être dit. Je pense que donc si je suis dubitatif sur l'exercice, je pense qu'il faut le garder. Et comme ça a été dit, en fait, il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire, en fait, il faut utiliser tout ce qui est à notre disposition. Il faut des gens qui désobéissent. Il en faut. Et je remercie ceux qui le font à ma place. Et qui soient condamnés parce que voilà, ça montre la rigueur du droit, voire son inhumanité. Là, on se rappelle, hein, les 343 salopes qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être condamnés pour montrer que c'est scandaleux, que le système étatique les condamne, et puis on a eu d'autres mouvements comme ça. Donc il faut jouer le jeu des juges étatiques. Alors Laura disait, voilà, on ne fera pas reconnaître, mais c'est peut-être pas mal aussi, justement, d'essayer de faire reconnaître
pour avoir une réponse négative et dire bah, regardez, l'État ne reconnaît pas, le juge ne fait pas ceci ou cela. Donc je pense qu'il faut jouer la désobéissance, il faut jouer les tribunaux institutionnels, même les. Alors la Cour internationale de justice, oui, oui, la Chambre, elle existe toujours. Elle n'a jamais été activée, mais elle existe toujours. Mais on a même devant des instances économiques, il y a des petites victoires, hein. L'Uruguay a gagné contre Philip Morris sur le packaging des paquets de cigarettes. L'Australie devant l'OMC aussi pour le packaging des paquets de cigarettes. Donc, il peut y avoir, on peut gagner aussi avec des institutions qui existent, et puis il faut aussi les tribunaux d'opinion qui changent. Donc, je crois que c'est tout un mélange pour faire bouger le droit, et qu'il ne faut surtout pas sacrifier une de ces voies par rapport à d'autres, et puis en imaginer d'autres. Parce qu'on voit bien, celles-là, elles sont quand même, elles ont du mal quand même à faire bouger les choses très rapidement. Donc, il y a peut-être d'autres choses à inventer, en plus, pas pour remplacer, mais en plus. Et donc, voilà, les tribunaux d'opinion, je pense qu'ils ont leur place, mais dans un système général. Très bien. Eh bien, écoutez, encore merci parce que c'était absolument passionnant et nous vous invitons à la suite puisque ce n'est pas fini. Protéger l'action militante, mardi prochain, même heure et même processus. Merci à tous. Bon appétit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. À la semaine prochaine, au revoir.